Mes parents ont vendu la collection de livres rares en édition originale de ma fille Anna, âgée de 10 ans, celle qu'elle tenait de mon arrière-grand-mère, pour 165 000 $, et ont dépensé l'argent dans une somptueuse aile de home cinéma pour les enfants de ma sœur Kayla. Lorsque Catherine l'a appris, elle n'a pas pleuré. Elle a souri et a dit, la collection était. Les visages de mes parents ont pâli. Avez-vous déjà eu l'impression d'être l'invisible dans votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas brisé un seul verre et je n'ai pas exigé de savoir comment il pouvait être aussi cruel. Cela aurait nécessité un investissement émotionnel que je n'avais plus dans les personnes qui partageaient mon ADN. Je me suis simplement retournée. J'ai pris la main d'Anna et je suis sortie de cette maison alors que l'odeur de sueur de bois et de peinture haut de gamme collait encore à mes vêtements. On peut sentir le mensonge aussi clairement que l'odeur d'une rénovation. L'odeur chimique de la nouvelle aile du théâtre ressemblait à un acte d'accusation. C'était l'odeur des 165 000 $ de l'avenir de ma fille investie dans des cloisons sèches et des haut-parleurs de son surround. J'étais assis dans ma voiture, le moteur encore chaud, les vibrations du siège correspondant au rythme froid et régulier de mon cœur. À côté de moi, Anna était silencieuse. Elle ne pleurait pas non plus. C'était une enfant calme et observatrice, un peu comme moi, peut-être. Elle avait passé des années dans cette bibliothèque climatisée avec son arrière-grand-mère Catherine. Apprenant que certaines choses sont faites pour être conservées et d'autres pour être jetées. Elle savait exactement dans quelle catégorie elle venait d'être placée par ses propres grands parents. J'y suis allée sur la banquette arrière et j'ai sorti mon ordinateur portable. À ce moment-là, je ne me suis pas sentie mère. Je me suis sentie comme une auditrice. Pendant des années, j'ai été l'investisseur silencieux de leur version d'une famille heureuse. C'est moi qui ai géré le portail historique d'exonération fiscale de la succession. C'est moi qui ai veillé à ce que leur propriété coloniale conserve son statut de monument historique. Une désignation qui leur permettait d'économiser 35 000 $ d'impôts chaque année. Ils considéraient que c'était mon devoir d'archiviste. Je l'ai vu comme un abonnement à une famille dont je commençais à réaliser que je n'avais jamais fait partie. Je n'avais pas besoin de pirater un système. J'étais l'agent de liaison autorisé pour le registre historique. Mes parents croyaient que l'allègement fiscal était un droit acquis, mais ils avaient oublié qu'il dépendait strictement de mon audit annuel de conformité. Je ne l'ai pas révoqué par dépit. J'ai simplement déposé un avis formel de non-conformité. Dès qu'ils ont vidé la bibliothèque de sa substance, ils ont invalidé leur exemption, transformant leur propriété de luxe en un passif imposable qu'ils n'auraient jamais pu se permettre. Il ne s'agissait pas d'être mesquin. Il s'agissait d'une question de comptabilité exacte. S'ils voulaient traiter les biens familiaux comme leur caisse noire personnelle, ils pouvaient gérer les complexités juridiques d'un monument historique sans ma surveillance professionnelle. J'ai ensuite ouvert mon application bancaire. Le mois dernier, ma mère m'avait suggéré de payer les 12 000 $ d'acompte du traiteur pour la fête de révélation du théâtre de Kayla. Elle avait dit que c'était ma contribution au bonheur des enfants. Je l'ai payé tranquillement, comme je l'ai toujours fait, pensant qu'être facile à gérer était la même chose qu'être aimé. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient découvert pendant des années. Et le compte était enfin vide. J'ai fait opposition au dépôt. Je n'ai pas hésité. Je ne me suis pas demandé si Kayla serait gênée ou si la fête serait gâchée. Ce n'était pas une panne. C'était un bilan. J'ai regardé l'écran de confirmation briller dans la faible lumière de la voiture. Transaction annulée. Le changement de pouvoir m'a semblé froid et clinique. Ils n'allaient pas être choqués par ce qu'ils avaient fait. Ils allaient être choqués par le fait que j'avais finalement cessé de jouer le jeu à l'intérieur de la maison. Ils étaient probablement déjà en train de choisir le velours pour les sièges de théâtre. Ici, dans l'obscurité, mon ordinateur portable brillait d'un autre type de lever de soleil. Le genre de soleil fait de faits, de chiffres et de châtiments tranquilles. J'ai regardé le curseur clignoter sur l'écran de mon ordinateur portable, comme un compte à rebours vers une réalité à laquelle aucun d'entre eux n'était préparé. Pendant 31 ans. J'ai été la fille qui ne faisait pas de vagues. J'étais la fille fiable, celle qui s'occupait de la logistique, celle qui veillait à ce que les factures soient payées et à ce que le statut de monument historique de la propriété soit préservé, tandis que ma sœur, Kayla, était traitée comme une fragile œuvre d'art. Mes parents, Angela et Brandon, disaient souvent aux gens que j'étais l'indépendante. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que j'étais celle dont ils n'avaient pas à s'inquiéter, parce que je choisissais toujours leur confort plutôt que le mien. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu dans une prison sans barreaux. C'est un mécanisme psychologique que je n'ai compris que récemment,
La chaîne invisible du survivant. Lorsque vous grandissez dans une maison où l'amour est une ressource limitée, vous apprenez à survivre en devenant invisible. Vous apprenez que si vous ne demandez rien, si vous ne vous plaignez pas et si vous réglez tous les problèmes avant qu'ils ne deviennent une gêne pour les responsables, vous pourriez bien rester. Mon silence n'était pas une faiblesse. C'était une tactique de survie vieille de plusieurs décennies. Je pensais que si j'étais suffisamment utile, on finirait par me voir. Mais la vérité, c'est qu'en étant facile à gérer, il est plus facile de passer inaperçu. J'ai regardé mon propre reflet dans la vitre sombre de la voiture. Je portais un pull que j'avais acheté dans une friperie il y a 3 ans. J'avais consacré mes revenus à l'éducation d'Anna et aux soins de l'arrière-grand-mère Catherine, tandis que la garde-robe de marque de Kayla était financée par des prêts familiaux qui n'étaient pas censés être remboursés. J'étais le moteur invisible de leur mode de vie, un employé fantôme qui empêchait leur maison financière de brûler pendant qu'ils se prélassaient au soleil de leurs propres droits. Grâce à mon travail d'archivage, je leur avais permis d'économiser 35 000 $ par an en impôts fonciers, mais ils n'avaient pas hésité à voler 165 000 $ à l'avenir de ma fille pour construire une aile de théâtre. Le mois dernier, je me suis souvenu d'Anna dans cette bibliothèque. Cette pièce avait été son sanctuaire, un endroit qui sentait le thé à la menthe et le vieux parchemin lourd. Elle s'asseyait sur le sol avec Catherine, ses petits doigts traçant le dos à feuilles d'or de livres vieux de plusieurs centaines d'années. Catherine lui disait que ces livres n'étaient pas seulement des objets. Ils étaient des voix du passé que nous étions chargés de protéger. Anna l'a compris. Elle ressentait le poids de cet héritage. Pour elle, cette bibliothèque était la promesse d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle. Aujourd'hui, ce sanctuaire a été vidé de sa substance pour faire place à un home cinéma. Mes parents avaient regardé ces voix du passé et n'y avaient vu que du papier à liquider pour des enceintes surround. Ils ne se sont pas contentés de vendre une collection. Ils ont incinéré le seul endroit où ma fille se sentait vraiment en sécurité. Ils ont supposé que je resterais silencieuse parce que je l'avais toujours fait. Ils pensaient que les chaînes de ma survie me maintiendraient en place, mais ils n'ont pas réalisé que lorsqu'ils ont pris Anna pour cible, ils ont brisé le mécanisme même qui me rendait docile. Le contrat interne qui me liait à leur caprice avait été déchiré, ne laissant rien d'autre que les cendres froides de mon ancienne loyauté. Les barres invisibles avaient disparu. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas intéressée par le fait d'être utile. Ce qui m'intéressait, c'était d'être entendue. Mon téléphone n'a pas seulement sonné. Il a vibré sous le poids du déni de ma mère. Angela m'a appelé 6 fois avant que je ne décroche. Sa voix était légère et polie, comme si elle discutait des arrangements floraux d'un gala plutôt que du vol de l'héritage de ma fille. Olivia. Chérie. Tu es trop sensible, m'a-t-elle dit, cette pointe de condescendance familière coupant la ligne. Elle m'a dit qu'Anna n'avait que 10 ans et qu'elle pouvait tout aussi bien lire des copies numériques de ses livres. Pour elle, 165 000 $ d'histoire n'était que du papier qui prenait la poussière dans une pièce qui aurait pu être mieux utilisée pour se divertir. Puis il y a eu Kayla. Ma sœur n'a pas pris la peine d'appeler. À la place, elle s'est produite devant son public. J'ai ouvert Instagram pour trouver une nouvelle bobine qu'elle avait postée moins d'1 heure après notre départ. Elle était là, virevoltant au milieu de la bibliothèque éventrée. Le ruban adhésif bleu l'encadrant comme un décor. Elle avait utilisé un filtre étincelant qui faisait ressembler la sciure de bois de la construction à des paillettes en chute libre. Et la légende disait, enlever la poussière pour faire de la place aux étoiles. Elle l'a fait suivre d'un emoji cœur et d'une série de tags sur la vie de luxe et la famille d'abord. Ces messages n'étaient pas seulement sans complaisance. Ils étaient triomphants. Ils considéraient la liquidation de l'avenir d'Anna comme une simple réaffectation des actifs familiaux, un sacrifice nécessaire pour le confort des vrais personnages principaux. J'ai alors réalisé que la dette de leurs droits avait largement dépassé les limites de ma grâce, et que j'en avais fini de subventionner leur cruauté. J'ai cessé d'être une fille facile à gérer et j'ai commencé à être l'archiviste que j'avais été formée à être. Cette fois, la colère n'était pas bruyante. Elle était clinique. C'était une clarté froide et nette qui m'a débarrassée de l'obligation que je ressentais à l'égard de personnes qui me considéraient comme un personnage secondaire de leur histoire. Je n'ai pas répondu à un seul de leurs messages de plus en plus frénétiques. Au lieu de cela, je me suis tournée vers mon réseau professionnel. J'ai appelé un collègue du département des livres rares de l'Université d'État et l'ai informé que la collection Catherine présentait d'importantes irrégularités. Comme je détenais les clés administratives du statut de monument historique du domaine et de la fiducie qui lui est associée,
j'ai pu lancer un audit patrimonial formel dans l'heure qui suivait. Il ne s'agissait plus d'un différend familial, mais d'une enquête professionnelle. Il s'agissait d'une enquête professionnelle. J'ai rédigé un seul courriel que j'ai envoyé au groupe de discussion de la famille. Il était calme, factuel et mortel. J'ai lancé un inventaire complet du fonds Catherine Heritage Trust, ai-je écrit. Tous les actifs manquants doivent être comptabilisés dans les 48 heures. J'ai regardé les reçus de lecture s'afficher en succession rapide. Angela, Brandon, Kayla. Les bulles de saisie apparaissaient puis disparaissaient au fur et à mesure qu'ils réalisaient que la gratuité dont ils bénéficiaient venait de se transformer en responsabilité juridique. Ils avaient passé des années à penser que mon talent pour l'ordre n'était qu'une commodité pour eux. Ils étaient sur le point d'apprendre que dans le monde de l'archivage professionnel, les chiffres ne mentent jamais et les traces écrites mènent toujours à la vérité. Le conseiller juridique de l'université d'État n'a pas mis longtemps à trouver la pierre sous la surface. J'ai reçu un appel de leur avocat principal, Marcus. Un homme dont la voix ressemblait à une lame aiguisée sur de la soie. Il m'a dit que l'inventaire que j'avais demandé s'était heurté à un obstacle de taille. Le collectionneur privé à qui mon père avait vendu les livres se vantait déjà de son acquisition hors marché sur un forum de livres rares haut de gamme. Mais ce n'était pas le sujet principal. Ce qui faisait la une, c'est que mes parents ne s'étaient pas contentés de vendre un objet de famille. Ils avaient violé une fiducie de patrimoine culturel enregistrée. Lorsque l'arrière-grand-mère Catherine a cédé ses premières éditions à Anna. Elle ne s'est pas contentée de lui remettre une boîte de vieux papiers. Elle les avait enregistrés auprès de l'État en tant que collection protégée à des fins de préservation historique. L'avocat m'a expliqué les détails du contrat de fiducie que Catherine avait signé il y a 22 ans. Il s'agissait d'un document contraignant qui liait la collection au statut juridique de la succession elle-même. En les retirant du sanctuaire climatisé et en les vendant à une partie privée non vérifiée, Angela et Brandon étaient sortis d'un désaccord familial pour entrer directement dans un délit fédéral de violation du patrimoine. J'ai écouté l'avocat expliquer les statuts. Mon visage étant un masque d'immobilité archivistique. Il a déclaré que l'université était légalement tenue de signaler l'abus de confiance. Il ne s'agissait plus d'une question de ressentiment. Il s'agissait de la loi. L'avis d'enquête a été rédigé avant même la fin de l'appel. Catherine savait quel genre de personne elle avait élevé. Elle avait anticipé leur avidité des décennies avant qu'ils ne la ressentent. Et la bibliothèque n'était pas une simple pièce. C'était un piège juridique pour tous ceux qui accordaient plus d'importance aux enceintes surround qu'à la préservation d'un héritage. Au moment où je raccrochais, une notification s'est affichée sur mon téléphone. C'était une invitation numérique de Kayla, pleine d'accent doré et d'arrogance artificielle. Vous êtes invité à la grande révélation du Home Theatre Henderson, pouvait-on y lire. L'événement était prévu pour samedi soir à 19h. Ma mère avait même ajouté une note privée. S'il vous plaît. Soyez assez adultes pour y assister. Laissons ces désagréments derrière nous pour le bien de l'image de la famille. J'ai regardé le document juridique officiel sur l'écran de mon ordinateur portable, celui qui indiquait que mes parents faisaient désormais l'objet d'une enquête criminelle. Puis l'invitation pétillante au théâtre. Ils organisaient une fête avec des fonds volés alors que les fondations de leur statut commençaient déjà à s'effondrer. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas éprouvé de regret. Le compte de mon empathie était officiellement fermé. Ses portes étaient barrées et verrouillées contre toute nouvelle exploitation. Chaque dollar versé dans l'aile du théâtre était désormais un dollar que la banque et l'université exigeraient en guise de restitution. J'ai accepté l'invitation. Je voulais être au premier rang lorsque les lumières s'éteindraient sur leur illusion soigneusement construite. Et la propriété coloniale brillait de mille feux lorsque je suis arrivé le samedi soir. Chaque fenêtre brillait d'une lumière chaude et coûteuse pour laquelle nous avions dépensé 35 000 $ par an en économie d'impôts. L'allée était un cimetière de SUV de luxe et de berlines allemandes. À l'intérieur, le foyer était rempli de rires et de cristaux qui s'entrechoquaient, mais il me semblait creux, comme un décor construit avec du carton et de l'espoir. J'ai traversé la foule avec mon arrière-grand-mère Catherine au bras. Elle n'avait pas l'air d'une femme de 82 ans en voie de guérison. Elle avait l'air d'une souveraine retournant dans un royaume rebelle. Ma mère, Angela, nous a interceptés près de l'entrée de la nouvelle aile du théâtre. Elle portait une robe de soie qui coûtait plus cher que les frais de scolarité annuels de ma fille et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Olivia, Catherine, vous arrivez juste à temps pour le toast, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une grâce performative.
Je n'ai pas rendu le sourire. J'ai regardé l'entrée du théâtre, drapée de velours lourd. Et j'ai senti la même peinture fraîche qui avait remplacé l'odeur de l'héritage d'Anna. Nous avons emménagé dans la nouvelle aile. C'était un chef-d'œuvre d'indulgence. Des sièges inclinables haut de gamme, un écran qui remplissait un mur entier, un panneau acoustique qui avait coûté 165 000 $ d'histoire volée. Mon père, Brandon, se tenait à l'avant de la salle avec une coupe de champagne millésimée, avec l'air d'un homme dont les choix de vie venaient d'être validés par le luxe. Il s'est raclé la gorge, commandant l'attention de la salle. Elle représente notre engagement envers la prochaine génération, a-t-il commencé, sa voix s'élevant avec une autorité injustifiée. Il s'agit de créer un espace où cette famille pourra se réunir et profiter du succès que nous avons construit. Je les ai observés et j'ai réalisé qu'ils souffraient de l'illusion de pouvoir qui hante souvent un portefeuille vide. Ils pensaient que, parce qu'ils vivaient dans une propriété emblématique et dépensaient l'argent comme s'il s'agissait d'eau, ils possédaient réellement le statut qu'ils projetaient. Mais leur importance n'était qu'une couche de vernis louée par les biens matériels. Lorsque l'argent disparaît, les gens comme Angela et Brandon n'ont pas le caractère interne nécessaire pour se débrouiller seuls. Ils avaient construit un théâtre sur des fondations de vol, et ils s'attendaient à ce que nous applaudissions la construction. Catherine s'est avancée, sa canne claquant contre le nouveau revêtement de sol coûteux. La salle devient silencieuse. Le sourire de Brandon se figea. « Eh bien, Brandon, dit-elle, la voix calme et tranchante comme une gelée d'hiver. Tu n'as pas chômé. Maman, c'est une fête, réussit à dire Brandon. Mais sa voix était faible. Catherine regarde les sièges en peluche, puis le regarde directement. J'ai entendu dire que tu avais vendu la collection, dit-elle. Le verre de ma mère s'est mis à trembler contre sa soucoupe. Le regard de Catherine balaya les invités, s'adressant à la salle comme un juge rendant son verdict. Tout le monde s'est penché, mais je suis resté immobile. Puis Catherine a terminé la phrase qui les avait hantés pendant des semaines. La collection et l'ensemble du domaine ne vous ont jamais appartenu. Elles sont détenues par un organisme de gestion du patrimoine culturel enregistré. Pendant 31 ans, vous avez confondu votre statut de fiduciaire avec un véritable acte de propriété. On vous a accordé un droit de propriété à vie conditionnel, un droit de rester seulement tant que vous gardiez cet héritage. En vendant les actifs, vous avez déclenché la solution automatique de votre bail. Vous n'êtes pas les propriétaires. Brandon. Vous étiez simplement les occupants qui n'ont pas respecté les termes de la fiducie. Le silence qui s'ensuivit fut si net qu'il ressemblait à du verre. Le portefeuille vide était enfin révélé. Mes parents n'étaient pas l'élite. Ils n'étaient que des gardiens qui avaient brûlé les meubles pour se réchauffer, et le feu avait fini par atteindre les murs. Le silence qui régnait dans la pièce n'était pas seulement l'absence de son. C'était l'évaporation soudaine de l'identité entière de mes parents. J'ai vu Brandon perdre ses couleurs. Prendre une teinte grise qui s'accordait avec le coûteux sol en ardoise qu'il avait installé avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. La vie de départ n'a pas été accompagnée d'un cri ou d'une confrontation dramatique. Il a été délivré par un coursier de l'université qui est entré dans l'aile du théâtre avec la même efficacité clinique que celle que j'utilise pour cataloguer de vieux manuscrits. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement tendu les documents comme un serveur qui propose un chèque que personne dans la salle ne peut se permettre de payer. 60 jours, a dit calmement Marcus, l'avocat de l'université, tandis que ma mère reculait comme si les documents étaient un poison. Vous avez 60 jours pour restituer la collection Catherine à la fiducie, ou pour fournir la valeur marchande totale de 165 000 $, plus les intérêts et les pénalités pour violation de la fiducie du patrimoine culturel. Et elle regarde les invités. Le cercle social d'élite qu'il a cultivé en louant son statut, et se rend compte que les murs de son royaume sont déjà en train de se transformer en cendres. La soirée de présentation du théâtre ne s'est pas terminée par un toast. Elle s'est terminée par un exode massif. Les rires se sont éteints au milieu des phrases et les conversations se sont évaporées, car les gens qui étaient impatients de profiter du luxe quelques instants auparavant se sont soudain souvenus qu'ils avaient des endroits où aller. Ils ont vu l'enquête fédérale pour crime contre l'héritage pour ce qu'elle était, un diagnostic terminal pour la réputation de la famille. Je les ai vus éviter le contact visuel avec Angela, leur silence confirmant que dans leur monde, on ne vaut que ce que l'on peut prouver que l'on possède. L'effondrement de Kayla a été le plus public. Alors que la nouvelle du vol de l'héritage se répandait dans les médias locaux.
La marque de l'influenceuse qu'elle avait mis des années à construire a commencé à s'effriter en temps réel. Les internautes qui l'avaient aimé virevoltant dans la zone de construction inondaient désormais ses commentaires de mots tels que « voleuse et fraudeuse ». Elle se tenait dans un coin du théâtre, son téléphone brillant d'un feu différent alors que l'histoire virale des livres volés surpassait ses bobines soigneusement préparées. Sa carrière était un monument à sa propre vanité, et elle s'écroulait sous le poids d'une vérité unique et indéniable. Elle avait essayé de construire un héritage sur la base d'un vol. Brandon tente d'argumenter, la voix fluette et fêlée, en disant qu'ils ont amélioré la propriété. Mais l'arrière-grand-mère Catherine ne bouge pas. Elle se contente de le regarder avec une colonne vertébrale droite et une ligne tracée à l'encre indélébile. Vous avez amélioré votre confort avec de l'argent volé dans une maison qui ne vous appartient même pas, a-t-elle dit. Les 60 jours m'ont semblé être des secondes. Mes parents ont été contraints de vendre leur voiture et leurs abonnements de luxe pour rembourser l'acheteur de la collection volée. Ils ont emménagé dans un petit appartement exigu à la périphérie de la ville, un endroit qui n'avait pas d'aile de théâtre, de piscine ou d'histoire derrière laquelle ils pouvaient se cacher. Et la propriété coloniale est restée silencieuse, attendant les personnes qui ont réellement compris la valeur de ce qu'elle contenait. La propriété coloniale s'est sentie différente le jour où nous y avons déposé nos cartons. Le silence n'était plus pesant. Et elle était léger, comme une maison qui avait enfin fini de retenir son souffle. Il n'y avait plus de bruit de construction, plus d'odeur chimique de peinture fraîche. Plus de rires performatifs de personnes qui traitaient notre patrimoine comme un bien jetable. Nous avons passé la première semaine à démonter ce qui restait de l'aile du théâtre. Les rideaux de velours ont été enlevés et l'écran surdimensionné a été remplacé par les étagères en acajou que l'arrière-grand-mère Catherine avait commandées il y a plusieurs dizaines d'années. Lorsque les livres de première édition furent enfin restitués par le collectionneur privé, et récupérés seulement après que l'acheteur eut réalisé qu'il était en possession d'un bien historique volé, l'âme véritable de la bibliothèque réapparut. C'était ce parfum parfait et inimitable de vieux parchemins, de vernis à bois et de thé à la menthe. Je me suis assise à mon bureau au cœur de la bibliothèque et j'ai ouvert mon téléphone une dernière fois. Le chat du groupe familial n'était plus qu'une mare stagnante de demandes non lues et de messages culpabilisants provenant de l'appartement situé à la périphérie de la ville. Pendant 31 ans, j'ai été la fille utile. Celle qui s'occupait de la logistique tout en étant traitée comme un personnage secondaire dans ma propre vie. C'est moi qu'ils ont appelé pour économiser 35 000 $ d'impôts, mais c'est moi qu'ils ont vendu en premier pour une aile de théâtre. Je n'ai pas tapé le mot de la fin ni exigé des excuses qu'ils n'étaient pas capables de donner. J'ai simplement appuyé sur « supprimer » et bloqué leur numéro. Pour la première fois de ma vie, il n'y a pas eu de bruit. J'ai regardé Anna, recroquevillée dans un fauteuil en cuir, un volume restauré sur les genoux. Elle n'avait pas besoin de se rétracter ici. Elle n'avait pas à s'excuser de prendre de la place. Et si vous écoutez ceci et que vous avez passé votre vie en marge de votre propre famille, toujours celui qui donne alors que les autres prennent, voici ma lettre pour vous. Vous n'avez jamais été invisible parce que vous n'aviez pas de valeur. Vous étiez invisible parce qu'ils étaient trop aveuglés par leur propre cupidité pour voir ce qu'ils ne pouvaient pas exploiter. Fixer une limite n'est pas une trahison. C'est une restauration. Vous vous libérez enfin du poids des personnes qui n'appréciaient que votre silence. La maison savait enfin à qui elle était destinée. Ce n'était pas une scène pour la bobine d'un influenceur ou un monument pour un portefeuille vide. C'était un sanctuaire pour les gardiens d'histoire. Alors que le soleil se couchait, jetant une lumière dorée sur les colonnes vertébrales d'un millier de voix préservées, j'ai réalisé que si mes parents avaient vendu une collection pour construire un théâtre, j'avais détruit un théâtre pour sauver un enfant. Catherine est-elle allée trop loin ou pas assez? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires de justice et de vérité. You can probably see it on my face even, because I'm hearing exactly what you're hearing. I try to resist the brain melting, but I just can't. It's too powerful.